الأستاذ السليم يوكلنا أثناء تجميد يكون القرار مثل شوتيس نتكرر سؤال شوتيس خاطر وزارة الشوت ساوت لماذا سؤال الوياض هذا سنين كان وأخذ برمرة غيري وأخذ برمرة غيري خاطر كزيان يروح التنزل في الشوت التوني يروح العرش يروح ثمورث يروح ثمورة يروح لتونس ولكن لما كنا نعم اسمي الرجال تمنون اسمي تمنون المعوين لأنت سلماذا نتسلاوي تنتسي وسوخ لأنت يوثقين من قارن تجيس تجيضات غاس تجيضات ولا دم محمود غاسي جاية يجاية أنت ولم تسلم ذا شو تكتير الناس ولم تسلم بالليل من السيمانيس كثر 50 سنة يخدم في ثمسنين ثمسنين بذلس المسلمين كما زيغان السلام بالليل يولاد بالليل 50 سنة يتسنى ويقول هذا معناس في التكثير مازال وسارة أنسان أمكيس تكثير ديال ذيك البنية تمورث مزيغان سي المغرب تونس سي كلام ما تصحى c'est l'idée du Maghreb. Alors, cette idée d'Afrique du Nord, cette idée du Maghreb est encore un chantier ouvert. Alors, ce mot de Mohamed Al-Arkoun, c'est quelqu'un d'islam, c'est le modèle européen. Le modèle européen, c'est la ministre de la culture, voilà. Elle a tout de suite fait un message de condoléances et elle m'a demandé de trouver les coordonnées de la famille. J'ai trouvé les coordonnées de la famille, j'ai trouvé les coordonnées de l'épouse. La ministre de la Culture l'a appelée pour lui présenter ses condoléances. Juste après elle, je l'ai appelée naturellement, c'est pas si miras البيتزوار البيتزوار ديالو الميراث يساوي العمل يمكن يبينيو يمكن يسديون لارش دا محمد يساوي العمل وكيل مدينة بالليل لارش ثانية السايق الحطاس خاطر يروح يسوي الغاز أمقان المسميو يقموذ المسميو يخرجها donc la communication a été très affable. Et puis après, c'est d'Amor Himas. Il y a eu de la Khafid Naoui. La Khafid Naoui, elle est une tonne, c'est-à-dire vraiment, il y a une nième, il y a une organisme. Il n'y a eu qu'à la Khadam. Niras, chez Himas, ici, Nas, Aklam, Noura, Sid Naoui, Noura, une tonne, c'est-à-dire, il y a une organisme. Israëliens qui s'intéressent. Israëliens, makin dans le Sahara, mais c'est une du Maroc. Donc, une centrale des musulmans. S'il y a un tel, il se n'a eu une musulman qran, qui se montre au Maroc. Une musulman qran, il y a un petit peu de tas, il y a un petit peu de vinaigre de Khaltoun. سناط الحبيبيون من تكوين نتا اسم محمد داكون خاطر كان الصغرى كان ونتا الصغرى محمد داكون الصغرى من تكوين من تكوين هذا البيت دسا ذا سي عبد السلام شداتي qui avait. Le jour de l'enterrement, il m'a appelé. Il s'est envoyé des téléphones s'il y a un tel de Mohamed Daf.
نيد ذا شو تبغيض أسيدينير خاطر كرا يسولن كرا دينين أمزلاي مرا دي حرام نطل كرا دينين ذا شو محمد عكون كذا ذا شو يخدم ذا شو يصغر ذا شو يتيجام ذا شو يخدم من تونسيس نيد ذا شو تبغيض أسيدينير نيغازي بابا غادي باللي الجزائريين المثليين الجزائريين سيناش مثليين الجزائريين يخدم في ذلس يمكن سلمان يخدم في ذلس المزيغان يخدم الصغار المكساويين واللي غاس دابا نكوني العرش ثاني كنت شولتيس نعرض أن كان نخدم يوكل أن ينطل ديس مرسيس يوكل أن ينطل مثل تأسيس يوكل أن ينطل أكل ذاكيس أبسم شدادي نعيد يوم الوبال أنا ودي Berthola et je lui ai dit je te remercie infiniment de me dire ce que tu viens de me dire. Naïd, ici aussi, il est chez nous. C'est bien. Alors je lui ai dit, je te remercie de me dire ce que tu viens de me dire, et je vais le dire à la tribu. Je vais être assez large. Mais كان دي ثلاثة اسمها في لارشيس. هذه قيم ولمولانيس، هذه قيم لارش، هذه قيم لفرشولتيس. ولكن ما يوضو رجاز الصغارين السيداويين تونسير كلهم. ما لا يوضو رجاز في كتاب النيس قارنتنت الثلاثين تونسير كلهم. قارنتنت المسنون تونسير كلهم. رجازني هذه اتخاذ اليوم ماشي ديالي دابا بيان سور سي لارشيس هذه اليوم الصواب أول لارشيس ولكن يقال ذرجاز أعطانطوز التونسي الكل هذا اليوم يقال محمد عكون يقال ذرجاز التونسي الكل. Et ce qui est important à dire aujourd'hui, c'est qu'on peut partir d'un petit village, d'une tribu, comme le nôtre, comme la nôtre, et devenir universel, devenir planétaire. C'est ça le destin de l'homme, c'est de travailler de sorte à être bénéfique, de sorte à ce que son travail, ses idées, ses efforts puissent profiter à l'humanité entière, puissent être la part de l'humanité entière, puisse être la propriété de la planète entière. Et c'est ce que ne réalisent que les grands hommes. Et des grands hommes sont partis de notre tribu, sont partis de notre petit village pour aller à la conquête du monde. Et aujourd'hui, ils ont leur place dans le panthéon mondial, dans le panthéon de l'humanité. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer Mohamed Arko. Nous allons l'évoquer. Je vais donner la parole à mon ami et collègue Zahim Khenshlaoui, Mohamed Arko. Et enfin, je vais donner la parole à mon ami, notre invité, notre frère, M. Abdeslam Chedadi, le professeur Abdeslam Chedadi, dont je vous ai dit tout à l'heure l'amitié qui nous lie à lui et qui le lie à nous. Et Mohamed Arkoun, le fait qu'il soit enterré à Casablanca, a réalisé, a apporté sa pierre à l'édifice du Maghreb, parce que cette terre est une terre unique. C'est une terre qui n'a pas d'interruption. C'est une terre qui se donne à voir en continu. Un continuum historique et un continuum géographique. Et nous devons de réaliser cette unité, nous devons de réaliser cette grande nation maghrébine pour laquelle des hommes comme Mouloud Maouri, des hommes comme... écoutez, Mouloud Maouri est décédé au retour d'Oujda. Il est parti faire une conférence à l'université d'Oujda. À son retour sur la route, il a rencontré la mort. Mohamed Arkoun partit d'ici, de cette tribu, de ce petit piton, de ce piton rocheux, a conquis le monde et aujourd'hui repose à Casablanca.
Ces gens, par leur parcours, par leur corps, par leur être, réalisent cette unité territoriale, cette unité historique, cette unité culturelle, cette unité civilisationnelle. Et nous devons continuer à travailler dans ce sens. Nous devons continuer à travailler dans ce sens. Et tous ceux qui sont à cette tribune ont voué leur vie à cela et ne feront que cela. Et je vous assure que c'est très gratifiant, que c'est un travail noble que nous faisons et qu'ont fait nos prédécesseurs. Voilà, un peu comme ça. Et en contact avec cette grande figure. Voilà. Zayn, tu as la parole. Merci, mesdames et messieurs, Salam Biflaoun. J'aimerais tout d'abord préciser une chose qui vient d'être d'ailleurs évoquée. Le fait d'être venu ici, non pas en tant qu'orateur, mais plutôt pour venir partager avec vous un moment de communion, un moment donc de partage dans l'intimité de cette grande figure qui nous réunit aujourd'hui. Donc si vous le permettez, j'aimerais rendre hommage à cette grande figure de ce village qui n'est pas comme les autres, il faut le dire, puisque c'est un village fertile, en ce sens qu'il n'a cessé de donner des grands noms et des faiseurs de l'histoire, dont Mohamed Al-Koun, qui a pu traverser, comme le disait mon ami et collègue M. Hachi, les frontières linguistiques et les frontières géographiques pour s'inscrire dans l'universalité, l'universalisme. Donc c'est quelqu'un qui est hors du commun, puisqu'il est à la fois une chance pour son terroir, Amazir, il a la pensée algérienne, la pensée nord-africaine, la pensée mondiale, la pensée arabe. Il est l'une des grandes figures de l'islam. Il faut l'inscrire d'abord dans la continuité de Saint-Augustin, et donc qui est l'un des grands pères de l'Église, mais aussi, ne l'oublions pas, il est l'un parmi les plus grands penseurs dans la théologie musulmane, et qu'on pourrait l'inscrire tout à fait aisément dans la continuité d'Avicenne, d'Al-Farabi, d'Al-Ghazali, et bien d'autres noms, d'Averroès. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a appelé à les siens d'abord à cette notion de ta'wil. Le ta'wil, c'est-à-dire l'herméneutique, la lecture herméneutique des textes, et rien que cette contribution, elle est tout à fait majeure, et elle est étudiée dans des grandes universités en Orient comme en Occident, pour pouvoir l'appliquer, et d'où cette notion de l'islamologie appliquée qui est tout à fait digne d'être célébrée, puisque c'est un cadeau de cet homme qui est venu donc nous dire et nous appeler, nous déstabiliser quelque peu, parce que les grands esprits, c'est quoi? C'est des gens qui viennent déstabiliser, non pas pour provoquer le désordre, mais plutôt pour appeler à une restructuration des esprits qui parfois tombent dans une sorte de paralysie ou d'immobilisme. Et donc, Mohamed Al-Koun est quelqu'un qui est venu nous appeler à ce mouvement, et on est en mouvement, en tout cas, dans le domaine de l'anthropologie, de l'islamologie. Il nous a aidés à effectuer cet effort, et cet effort est appelé à se généraliser
puisque c'est tout à fait applicable à des, comment dire, des disciplines diverses, c'est transdisciplinaire. C'est Mohamed Harpoun, et je ne vais pas retenir trop le public. Mohamed Harpoun, c'est aussi l'interdisciplinarité. C'est quelqu'un qui a travaillé avec plusieurs disciplines. Il a travaillé avec les historiens, avec les anthropologues, avec les sociologues, avec des linguistes. Il a travaillé dans plusieurs langues. Donc c'est d'où cette richesse et cette lumière qu'il nous a apportée et qui est aujourd'hui parmi nous et qui nous a réunis. Et nous espérons que son message et son apport sera transmis aux générations à venir et qui sera enseigné dans ses écrits, dans sa pensée et dans sa réflexion. Donc c'est tout un travail de méditation autour de cette grande figure à laquelle nous rendons hommage et je vous remercie. Merci Zaïm pour avoir rappelé les multiples facettes de ce grand savant. Je vais donner la parole à M. Ghanam. أزول في الأول كون دوام Mohamed Harpoun ديال الوقتيس. C'est-à-dire comment j'ai côtoyé Mohamed Harpoun à Tiani, parce que c'est là que je l'ai le plus côtoyé. On a fait ensemble une intervention à Berber Télévision, mais c'est à Tiani que je l'ai connu. Il faut savoir qu'à l'époque, pendant la période coloniale, les intellectuels indigènes étaient rares. On les connaissait, on pouvait les compter sur le bout des doigts. C'est le Farhat Abbas, Boukerdena, au nord comme pharmacien, le docteur Francis, Tamzali, le docteur Oussidir, Maître Boumengel, le Mouloud Ferran, le Mouloud Mamli par la suite, Arosté Shermak comme dentiste. C'est qu'il n'y en avait pas beaucoup, évidemment, beaucoup d'instituteurs de normalienne de valeur qui est gafianien. Mohamed Harpoun, on le voyait, les Qahwa, le Kishana, en train de jouer au domino, le Qahwa Mahmoussaïd, le garage à Kishana, et puis on a découvert, avec côtoyant, des Mouloud Mamli, Gendarme Haïdine, Bitambo Khalfa, Bertanoukan, Maître M. Hamed, donc les gens, les intellectuels du village. Et on se demandait qui c'était, parce qu'il était tout jeune, je crois qu'il avait 23 ans, et on voyait quelqu'un, on voyait qu'il parlait bien l'arabe, on était sûr, puisqu'il était professeur d'arabe, on nous l'a dit, le français il le maniait à merveille, et par la suite, il a été le fondateur de l'Académie berbère, avec Taoussam Rouch, Mohamed Arab, Boucher Younes, le pharmacien, voilà, donc ils ont été les fondateurs de. Enfin, c'est pas très pour les langues, il le dit lui-même, il dit je suis sensible aux enrichissements que la personnalité algérienne peut recueillir d'une politique linguistique équilibrée et respectueuse des données historiques et scientifiques irrécusables. Et là, on voit tout de suite Mohamed Harpoun, qui est mathématicien, qui est logique, qui est cartésien. Il ne veut pas de choses fausses, il veut des choses réelles, construire le Maghreb sur des choses réelles. Mais ni l'État colonial, ni les États-nations issus des luttes de libération n'ont pu se passer de la langue comme point d'appui et véhicule du pouvoir légitime. Ils se sont rendus compte très très vite qu'on se sert de la langue pour avoir le pouvoir. Quelqu'un qui a la langue est tout de suite le maître de la cité. Alors en 1952, ici, il s'est créé, je vais essayer de ne pas être long, hein, si je suis long, vous m'interrompez. Ici en 1952, il s'est créé un foyer rural, ce qui était une innovation, quelque chose de formidable. C'est-à-dire que
Driss Mamri, hein, donc qui était médecin de la colonisation, c'est comme ça qu'on appelait, donc il est un des premiers médecins, donc on l'a nommé ici, et il a eu l'initiative de créer un foyer rural où pouvaient se rencontrer des jeunes du Douar. Alors, j'ai eu le privilège de Mohamed Arkoun à l'inauguration du foyer par une conférence sur la condition de la femme kabyle et l'urgence de son émancipation. On voit tout de suite l'avance de Mohamed Arkoun. Je sais combien de temps, ça fait 70 ans, je ne sais plus, enfin c'est mon âge, mais enfin un peu plus. Donc il était déjà en avance. Il y avait dans cette initiative plusieurs nouveautés de portée sacrilège. Il le savait. Donc il parlait de la femme kabyle, mais il savait qu'il touchait quelque chose de sensible. Alors un obscur jeune homme, la modestie de Mohamed Arkoun, prenait la parole devant un public élargi au Douar. Selon la coutume très établie, les représentants mâles de différents villages ne se réunissaient que pour des occasions très solennelles. Or, et voilà que pour inaugurer un foyer rural, un jeune homme vient parler alors les rencontres se faisaient au cours d'enterrements de grandes personnalités, règlement d'un problème commun, célébrations diverses. En outre, il allait traiter d'un sujet tabou, l'émancipation des femmes. Enfin, il touchait en langue locale à la loi islamique, domaine réservé aux marabouts. Donc il s'est lancé vraiment dans quelque chose de vrai. Alors, les propos de Mohamed Arkoun ont été rapportés et déformés, et ils ont été rapportés à Dessaï, qui était la mine du village. Or, dans un village kabyle, rien ne se fait sans la mine. Donc, Dessaï, qui était ami du père Mouloud Mamri, et M. Kéchar, un collègue, un notable d'Aïd Lahsen, plus d'autres. C'est grand-père, voilà. Voilà. Donc, il est venu, il savait qu'il allait trouver au café au Domino, parce que c'était la seule, disons, activité, là. Et il est venu le trouver. Il lui dit, il l'interpelle comme ça, le fils de Lounasadouar, dit-il d'une voix menaçante, comment as-tu pu t'autoriser à prendre la parole devant la Confédération lâche, nazienne, sachant que t'es trop respecté et toujours ami du village, qui a transgressé les hiérarchies et établi heureusement que ton père est connu pour sa droiture. Je t'invite à suivre strictement son exemple. Voilà comment a été interpellé. C'était à quoi Mohamed Arkoun. Mais ce qu'il y avait de bien, c'est que les grands esprits, il était avec Mouloud Mamri. Alors quand il jouait au domino et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, Mouloud Mamri disait quelque chose pas mal si vous le rêvez, qu'il laissait à quoi. Donc il fallait. Donc voilà comment. Il dit, j'ai bien sûr demandé pardon à Dassin, homme unanimement respecté. Expliqué que l'initiative de toute l'affaire venait de Driss Mamri et que j'avais simplement expliqué les rapports entre nos coutumes kabyles et le droit musulman qui n'avait jamais été appliqué en Kabylie. En Kabylie, on dit toujours qu'on est autonome, indépendant, et c'est vrai, on n'a pas de police, on n'a pas de gendarmerie, on n'a rien. Donc c'était toujours comme ça. Bon, le statut personnel des Kabyles, jusqu'à l'indépendance, pouvait opter pour le régime kabyle, donc ils ont opté uniquement pour la coutume, le musulman, le droit musulman, la charia ou le droit français. Donc on était libre de choisir. À ce propos, par exemple, pour l'exhérédation de la femme, pour ne pas que la femme hérite, c'est Daviani qui est parti avec Messaridj voir les Turcs
nous, on n'a rien contre la religion musulmane. La seule chose qui nous embête, c'est le droit musulman. Le droit musulman, vous dites que la femme doit hériter, mais nous ne sommes pas des commerçants, nous ne faisons que du troc. Nous, on échange le blé contre les olives, je ne sais pas quoi, l'huile d'olive, les oignons contre tout ça, nous c'est tout. Alors, nous ne manipulons pas d'argent. Comment voulez-vous qu'on donne une dot à quelqu'un? Nous avons 5 oliviers, 10 figuiers. Si quelqu'un a 5 filles qui partagent ça, il n'y a plus de société. Donc, il n'y a plus de celui de la société. Les Turcs leur ont dit, voilà, ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir de maintenant, la femme n'héritera pas selon le droit musulman, mais va hériter selon la commune. C'est-à-dire, et puis il aura droit à l'usufruit. Donc voilà comment ils ont résolu le problème. La même chose s'est posée au Maroc avec le daïr berbère, mais qui a été vite, on lui a changé de sens. Pourquoi? Parce que si la coutume le prenait, les villes comme Fès, Rabat, tout ça n'avaient plus autorité sur la campagne. Donc c'est ce qu'on a dit que attention, vous allez devenir des chrétiens, de ceci, cela, mais ça a été récupéré par des partis politiques. Bon. Et Mohamed Al-Koun dit, si je suis long, je m'arrête. Alors l'authenticité ethnologique des propos est soulignée par l'emploi répété de Deltech, qui souligne les rapports de respect, à dire en fait de pouvoir. Parce que quand quelqu'un est l'aîné, il a le pouvoir, comme quelqu'un qui a la langue. Ensuite, quand on est âgé, on est censé avoir une dignité personnelle, dévouement à la communauté. La mention de l'arche souligne le caractère exceptionnel et solennel. Or, il se trouvait que là, Mohamed Al-Koun avait parlé. Donc, au lieu d'être fâché par l'incident, c'est pas l'incident, mais par Hassan qui vient lui dire non, il a essayé d'étudier, de voir tout ce qui s'est passé. Donc, c'est un homme de science qui a analysé un événement. Parce qu'il y a aussi, seul le marabout est habilité à solliciter la bénédiction divine, peut intervenir. Et Mohamed Al-Koun, donc ça posait un problème pour le code et pour alors que dans la réunion, dit cette date, mais la parole, on ne peut pas la donner, il faut qu'il la mine, donne la parole dans un ordre établi, ainsi de suite. Enfin, la leçon de Taoulid Mimoun dit, j'ai fini, dit Mohamed Al-Koun, doit être méditée, analysée, diffusée, parce que historiquement, ontologiquement, anthropologiquement, tous les Maghrébins ont traversé ou traversent encore avec beaucoup de tension et d'autres, et nous avons érigé en exercice éducatif, en effort de recherche pour un humanisme maghrébin. Donc, Mohamed Al-Koun, toujours la même chose, humanisme, le Maghreb. Voilà. Je ne vais pas peut-être prendre votre temps, je vais arrêter là, et je vais simplement dire que Mohamed Al-Koun n'a jamais rien demandé, qu'il ne demande rien, mais par la force de sa plume, de ses idées, il est devenu un grand humaniste que nous connaissons. Nous sommes convaincus que l'histoire lui rendra un jour justice, mais il est déjà notre fierté et notre histoire. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre ami, notre frère, Islam Shtadi, qui nous vient du Maroc, de Casa. Et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a assisté à l'enterrement, et c'est lui qui a lu l'oraison funèbre de Mohamed Al-Koun, en présence de tous ceux qui étaient là,
Et c'est lui qui donc m'a dit une phrase qui va rentrer dans les annales. Il m'a dit, ici aussi, il est chez lui. Abdeslam. Merci, cher ami. Je suis vraiment très ému de me trouver parmi vous. Cette émotion, je pense, elle est partagée par vous tous. En tout cas, vous savez tous que la perte d'un être cher est toujours douloureuse, mais évidemment, ce qui importe, c'est le souvenir et ce que nous faisons de ce souvenir, et le travail que nous faisons avec ce souvenir. Mohamed Harkoun nous a laissé beaucoup de ses souvenirs, de ce qui nous permettra longtemps de parler de lui, de garder sa mémoire, et de réfléchir et de bâtir à partir de ce qu'il nous a laissé. Bien sûr, le propos n'est jamais de rendre un culte à une personne, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est toujours de saisir le sens de la vie de la personne qui nous a quittés et du symbole qu'elle a représenté pour nous. Et je pense que quelque chose a été dit tout à l'heure par mon ami Hachi qui est extrêmement importante, c'est que Mohamed Harkoun, partant d'un petit village de la Kabylie, a su arriver à une compréhension de ce qu'est l'humain, de façon générale. Donc a pu arriver à cette dimension d'universalité que nous avons tous en nous et qui est finalement l'essentiel de ce que nous devons cultiver. Nous ne pouvons nous connaître nous-mêmes que lorsque nous avons atteint à l'universalité. Et nous ne pouvons atteindre à l'universalité que lorsque nous nous connaissons nous-mêmes réellement et profondément. Et je pense que Mohamed Harkoun a su vivre ces dimensions réellement et profondément, c'est-à-dire à la fois être un Kabyle, un Algérien, un Maghrébin et un homme d'une façon générale. Donc assumer la condition humaine d'aujourd'hui. Alors justement, le problème qui s'est posé pour nous au lendemain des indépendances, c'était après cette période obscure, cette période terrible pour les uns et pour les autres, et j'imagine en réalité beaucoup plus pour l'Algérie, ce qu'il fallait c'est essayer justement de nous reconstruire, de faire la reconquête de nous-mêmes. Comment faire? Comment nous reconstruire? Comment faire la reconquête de nous-mêmes? Je pense que intuitivement, nous voulions aller le plus loin possible dans cette sorte d'émancipation, dans cette sorte de reconstruction. Mais étant donné le changement qui s'est opéré dans le monde par rapport à nos propres traditions, étant donné le langage nouveau qui s'est instauré dans le monde, en réalité nous nous trouvions démunis. Nous nous trouvions démunis parce que quand les Français sont partis aussi bien du Maroc que de l'Algérie, de la Tunisie, et peut-être encore plus de l'Algérie, nous étions pratiquement tous des analphabètes. Une toute petite partie de notre population avait acquis l'éducation nécessaire, avait acquis le niveau de culture nécessaire. Et donc, il nous fallait des guides, il fallait des gens pour nous dire comment travailler, comment faire ce travail de reconstruction et de reconquête de soi. Et je pense que parmi justement les
des Maghrébins qui ont joué ce rôle de guide, je pense que Hakoun était une personnalité les plus distinguées, avec bien sûr son compatriote de ce même village, Moulay Mamri, et bien sûr bien d'autres Maghrébins du Maroc, de Tunisie ou d'autres régions du Maghreb. Alors, quelles étaient les questions qui nous étaient posées? Comment reconstruire nous-mêmes? Pour nous reconstruire, il y a d'une part un retour sur nous-mêmes, connaître notre passé, connaître notre culture, réapprendre notre langue, ce qu'on appelle un peu banalement retrouver son identité, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que cela, parce que l'identité c'est pas quelque chose qui existe et qu'on va prendre quelque part, c'est quelque chose qui est infiniment complexe, difficile, qu'on reconstruit pas à pas, qui demande des allers-retours permanents, qui demande un travail continu, donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile et complexe. Et donc il fallait faire ce travail de reconstruction par d'abord la connaissance de nous-mêmes, la connaissance du passé, la connaissance du présent. Et ce travail-là, justement, nous ne pouvons pas le faire spontanément. Aujourd'hui, on ne peut pas simplement se dire, voilà, j'ai un passé derrière moi, et il suffit que je regarde derrière moi pour que je reconquière ce passé. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Il faut aujourd'hui des moyens intellectuels, des moyens scientifiques. Et parmi les choses sur lesquelles, justement, Mohamed Hakoun a attiré l'attention de façon fondamentale, et il en est devenu pratiquement le symbole, c'est qu'il faut, pour être nous-mêmes, que nous puissions construire des moyens, conquérir ces moyens scientifiques. C'est ça qui était véritablement fort et important chez Hakoun, et pour lequel il a mené une véritable bataille pendant plus de 50 ans. Et cela concerne donc notre passé et notre présent, par justement tous les moyens que nous avons aujourd'hui, qu'il faut connaître et apprendre à assimiler, et peut-être améliorer et dépasser, mais aussi connaître le monde extérieur. Non seulement connaître les sciences et les arts et les techniques, etc., qui sont quelque chose de relativement facile, mais connaître les expériences fondamentales des autres cultures. Et cela, non plus, ne peut pas se faire si nous n'avons pas des universités extrêmement bien outillées, avec des corps professoraux extrêmement bien formés, si nous n'avons pas construit notre langue pour dire dans notre langue ce qui se passe chez nous et ce qui se passe dans le monde. Et tout ce travail, aujourd'hui, il en est encore vraiment assez aigu, et c'est vers ce travail que Ibn Khaldun, Mohamed Hakoun, le lapsus est très significatif, parce que 4 siècles auparavant, Ibn Khaldun avait conscience de ces problèmes. Et Ibn Khaldun a pratiquement forgé les outils qui peuvent servir pour la connaissance de la société, pour la connaissance du passé de manière nouvelle et rationnelle. Et aujourd'hui, les outils qui sont utilisés dans le monde occidental, c'est des outils qui n'ont pas été hérités d'Ibn Khaldun, mais qui ont retrouvé les mêmes principes qui ont été inventés par Ibn Khaldun. Et donc, finalement, ce travail de conquête scientifique, pour la conquête scientifique, pour la conquête de nous-mêmes, c'est ça qui est important. La science n'est pas détachée de nous-mêmes. Et ce qui se passe dans notre société, c'est que nous croyons que la science, c'est quelque chose d'extérieur. Or, la science, c'est quelque chose qui doit faire partie de nous, qui doit faire partie de la formation de notre esprit, qui doit être en permanence en train d'agir dans toutes nos actions, dans tout ce que nous faisons. C'est ce qui existait autrefois dans la société musulmane quand elle vivait normalement avec ses propres concepts, avec sa propre culture, avec ses propres sciences, mais tout cela a été d'une certaine manière perdu, en tout cas assez largement perdu, et aujourd'hui, ce travail doit être refait, et véritablement, on peut dire que Mohamed Hakoun a été une des personnalités du monde arabe et musulman qui a le mieux compris ce qu'il fallait faire, et qui a lui-même contribué par des travaux scientifiques pour justement l'assimilation à la fois de notre propre passé et de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je vous remercie.
qui, d'est, de l'est à l'ouest, de la Tunisie au Maroc et de l'Algérie au lac Tchad, réalise cette unité ancestrale, cette unité civilisationnelle, culturelle, faite d'humanité, parce que notre histoire, l'histoire du Maghreb, l'histoire de l'Afrique du Nord, a tellement connu de vicissitudes, a tellement connu d'autres peuples, a tellement reçu des autres, mais a également tant donné aux autres, qu'aujourd'hui nous apparaissons comme un miracle. Parce que toutes les langues contemporaines du berbère ont aujourd'hui disparu. Le punique a disparu, le grec ancien aussi, l'étrusque, le punique, toutes ont disparu. Et la langue qui animait notre souffle depuis des millénaires est toujours nôtre, est toujours actuelle. Et nous devons porter, la défendre et la promouvoir. Mais toujours dans un esprit d'être au monde, d'appartenir au monde, de ne pas se concevoir comme une île, mais de se concevoir véritablement comme partie du monde, comme faisant partie du monde, comme devant recevoir du monde et devant donner au monde. Ce sont les leçons que nous aurons laissées, ces grands hommes. Et aujourd'hui, nous en célébrons l'un d'eux, Mohamed Arkoun. C'est comme ça. Organisateur. Fait un major, enfin des dessins, des sachets, des sables, des bougies. La nuit, ça aurait donné mieux. Rossa! Je vais filmer un petit peu le village. Oui.
Préparer ça, on passe par kilomètre, donc ça fait 8 heures. Ouais, donc. Rester en contact. On espère pouvoir aboutir sur une fondation. Donc vous allez mettre des modalités, on va demander conseil des juristes pour voir des choses comment on peut se faire. Si vous pouvez... On va laisser un peu de temps. Voilà. Comme ça. Et après, donc, les choses se Faisons ça. Et نعم Attends,